Ali. Le complot de l'épouse pour le divorce. Nous étions mariés depuis 15 ans. 15 ans, 3 beaux enfants. Nous avions nos désaccords, comme n'importe quel couple, mais je pensais que nous étions solides. J'aimais ma femme, Aïcha, et je croyais qu'elle m'aimait. Mais ensuite, elle a commencé à parler de divorce. Elle voulait plus. Plus de liberté, plus d'argent que ce que je pouvais lui offrir, peut-être une autre vie. J'ai résisté. Nos enfants, notre histoire partagée. Je ne pouvais pas imaginer dissoudre notre famille. Puis les accusations ont commencé. Petite, au début. Il ne subvient pas assez à nos besoins. Il est verbalement abusif. Et puis, la grande. Elle a affirmé que je l'avais agressée physiquement. Une gifle, disait-elle. Devant les enfants. Un mensonge flagrant. Je n'ai jamais levé la main sur elle, ni sur personne. Mais elle était rusée. Elle s'est présentée au poste de police avec un faux rapport médical, une joue meurtrie qu'elle s'était probablement causée elle-même ou suite à une chute discrète. Ses larmes étaient convaincantes, son histoire détaillée. Sa famille, qui soutenait son désir de divorce, appuyait ses affirmations, sachant que ce serait un moyen rapide de dissoudre le mariage et d'obtenir un avantage significatif dans le règlement du divorce. Mes enfants ont été interrogés. Ils étaient confus, effrayés. Ils ne pouvaient pas confirmer son histoire, mais leur confusion a été interprétée comme de la peur de ma part. Le tribunal a vu une femme cherchant à se libérer d'un mari violent. Mes dénégations ont été considérées comme de nouvelles tentatives de la contrôler. Je suis ici parce que ma femme voulait divorcer à ces conditions, et une fausse accusation a été l'arme qu'elle a choisie. Elle a utilisé la loi, nos enfants et ma réputation pour échapper à un mariage qu'elle ne désirait plus, et pour obtenir ce qu'elle voulait. Mon cri silencieux est pour la destruction de ma famille, non pas par ma main, mais par la sienne, par commodité. J'ai perdu ma liberté, mais elle a perdu son âme. Ou peut-être n'en a-t-elle jamais eu. C'est l'amère vérité d'un mariage dissous par la trahison. Sidi. La vengeance des beaux-parents. J'ai épousé leur fille. Khadija. Ce ne fut pas une union facile. Sa famille, riche et influente, a toujours estimé que je n'étais pas assez bien pour elle. Je venais d'un milieu modeste, un homme qui s'était fait tout seul, mais cela ne leur suffisait jamais. Ils me voyaient comme un opportuniste, pas un partenaire. Nous avons une lutte en tant que couple, alimentée par leur ingérence constante et leur désapprobation. J'ai tenu bon, j'ai essayé de protéger ma femme et nos enfants de leur influence, mais cela n'a fait qu'intensifier leur animosité envers moi. Ils la voulaient de retour, ou ils voulaient que je disparaisse. Définitivement. Alors, ils ont utilisé leur fille et leur pouvoir. Khadija, sous la pression de ses parents, est allée à la police. Elle a affirmé que je l'abusais physiquement, que je la menaçais, et même que je l'isolais de sa famille. Des mensonges. Des mensonges calculés et malveillants conçus pour me briser, pour l'extraire du mariage et pour ternir mon nom. Ils ont présenté des preuves fabriquées, un rapport de police d'un prétendu incident qui n'a jamais eu lieu, un faux témoin de leur propre personnel, même une photo truquée d'un bleu qui n'était pas le sien. Ses larmes au tribunal étaient puissantes, soutenues par la présence stoïque de son puissant père. Mes appels à elle, à la vérité, ont été accueillis par des regards froids. Je suis ici parce que sa famille, usant de son influence et de ses mensonges, a orchestré ma chute. Ils ne pouvaient accepter que leur fille soit mariée à quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur, alors ils ont fabriqué un crime pour m'éloigner. Mon cri silencieux est pour le pouvoir corrupteur de la richesse et du statut, pour l'innocent pris au milieu d'une fierté et d'une vengeance familiale. Je suis une victime d'une guerre menée par les puissants, utilisant leur propre fille comme un pion. Ousmane. La chute due à une bonne action. Ma vie a été dédiée au service, à guider ma communauté, à aider ceux qui sont dans le besoin. J'ai toujours enseigné la compassion, l'honnêteté et la justice. Et pourtant, je suis ici, incarcéré pour un acte de pure bonté. C'était une jeune femme, une nouvelle convertie, confrontée à des difficultés. Elle est venue me voir pour une guidance spirituelle, de l'aide pour sa foi. Elle semblait sincère, vulnérable. Je lui ai offert des conseils, l'ai aidé à trouver un petit logement, lui ai même offert une aide financière de notre fonds communautaire pour les nécessiteux. J'y ai vu mon devoir, un acte de charité. Mais elle a mal interprété, ou peut-être malicieusement tordu, mes intentions. Elle a affirmé que j'essayais de la séduire, que mon aide venait avec des exigences implicites, prédatrices, que l'aide financière était un pot de vin, un moyen de la piéger. Elle est allée voir son nouveau groupe, m'accusant d'abuser de ma position, de profiter d'une femme vulnérable sous couvert de devoirs religieux. Son témoignage, rempli de colère vertueuse et de victimisation perçue, a été cru. Elle m'a dépeint comme un hypocrite,
un loup déguisé en agneau. Ma longue histoire de service communautaire, ma réputation, ma foi, tout cela est soudainement devenu non pertinent face à l'accusation émotionnellement chargée. Certains y ont vu un test de sa foi nouvelle, d'autres une chance de prouver leur propre piété en me condamnant. Je suis ici, non pas parce que j'ai commis une faute, mais parce que ma bonne action a été vue à travers le prisme de la suspicion, de la jalousie ou du gain personnel. Mon cri silencieux est pour l'innocence corrompue, pour la confiance trahie, et pour la pureté d'intention qui a été si facilement déformée en mal. La vérité est que mon seul crime a été d'aider, et de croire en la bonté d'autrui. C'est la conséquence tragique d'une bonté mal interprétée. Habib, la conséquence d'un jeu de pouvoir. Je montais vite. Ma carrière politique était sur une trajectoire ascendante. J'avais des idées, une vision pour mon peuple, et je gagnais du terrain, défiant l'ancienne garde. En politique, on se fait des ennemis, mais je ne m'attendais jamais à ce que ma chute vienne d'une attaque aussi personnelle et insidieuse. C'était une activiste éminente, avec une large audience, particulièrement parmi les groupes de femmes. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois lors d'événements publics. Avons débattu. Nous étions en désaccord. Je l'ai toujours traitée avec respect, même lorsque nos idéologies s'opposaient. Mais elle était un outil, à mon insu, dans un jeu bien plus grand. Soudain, elle m'a accusé de harcèlement sexuel. A affirmé que j'avais fait des avances non désirées lors d'une réunion privée. Un mensonge flagrant et calculé. La réunion s'est déroulée dans un espace public, avec du personnel présent, ou du moins à portée de voix. Mais elle s'était préparée. Elle a déformé mes mots, mes gestes, en quelque chose de sinistre. Les médias, toujours avides de scandales, ont dévoré son histoire. Son large public l'a amplifiée. Les groupes de femmes se sont ralliés derrière elle. Mes rivaux politiques ont saisi l'occasion, utilisant l'accusation pour me discréditer, pour faire dérailler ma campagne. Mes dénégations ont été noyées par le rugissement de l'indignation publique, alimentée par un récit puissant et préexistant. Je suis ici parce que j'étais gênant. J'étais une menace pour l'ordre établi, et une fausse accusation, venant d'une femme crédible et influente, était l'arme parfaite pour me neutraliser. Mon cri silencieux est pour la vérité qui a été sacrifiée sur l'autel de l'ambition politique, pour l'innocent pris dans un jeu de pouvoir impitoyable. Ma carrière, mon avenir, ma réputation même, tout a été détruit par un mensonge conçu pour maintenir le statu quo. Moussa, la vengeance de la femme de l'ami. Mon meilleur ami, Omar, et moi, nous étions inséparables. Nous avons grandi ensemble, sommes allés à l'école ensemble, avons lancé nos entreprises côte à côte. Nos familles étaient proches. Je pensais que rien ne pourrait jamais nous séparer. Puis, il y a quelques mois, Omar et sa femme, Safitou, ont commencé à avoir des problèmes. De gros problèmes. J'ai essayé de servir de médiateur, d'offrir des conseils, de les aider à se réconcilier. J'ai écouté les deux, essayant d'être neutre, d'aider mon ami à sauver son mariage. Mais Safitou, elle était en colère. Amir. Elle sentait qu'Omar ne l'écoutait pas, qu'il suivait mes conseils plutôt que les siens, que je lui permettais en quelque sorte ses défauts perçus. Elle me voyait comme un obstacle à son programme, à ce qu'elle voulait du mariage ou d'Omar. Alors, elle a riposté. Elle est allée à la police, affirmant que je lui avais fait des avances, que je la harcelais, essayant de briser son mariage afin que je puisse l'avoir pour moi. Un mensonge monstrueux et incroyable. Je ne trahirai jamais mon ami comme ça. Jamais je ne manquerai de respect à sa femme. Omar, mon meilleur ami, était pris au milieu. Il me connaissait. Il connaissait sa femme. Il était déchiré. Mais ses larmes, sa performance dramatique de peur et de trahison, l'ont finalement influencé, ou du moins ont créé suffisamment de doutes. Sa famille, désireuse de protéger tel honneur de sa fille, l'a rejointe pour le faire pression. La police, confrontée à une histoire apparemment crédible d'une femme bouleversée, a agi rapidement. Je suis ici, trahi par la femme de mon meilleur ami, pour avoir osé essayer d'aider. Mon cri silencieux est pour la perte d'un lien sacré, pour l'intention malveillante derrière un mensonge qui a détruit non seulement ma liberté mais la confiance entre deux frères. Je n'ai jamais su qu'essayer d'aider un ami pouvait conduire à une vengeance personnelle aussi dévastatrice. C'est la conséquence glaçante d'un cœur rancunier. Karim. Les conséquences d'un projet échoué. J'avais une vision. Un rêve de construire quelque chose, de créer des emplois, d'apporter la prospérité à ma communauté. J'ai trouvé un investisseur, une femme avec un certain capital, qui partageait mon enthousiasme, du moins c'est ce que je pensais. Nous avons formé un partenariat, avons investi nos ressources dans une nouvelle entreprise. Nous avons travaillé sans relâche. Mais le marché était difficile. Des obstacles inattendus sont apparus. Le projet a échoué. Nous avons tout perdu.
tous les deux. Mais elle a refusé d'accepter sa part de responsabilité. Elle m'a accusé de mauvaise gestion, de fraude, de détournement de fonds. Il a volé mon argent, a-t-elle crié à la police. Il est parti avec tous les bénéfices. J'ai essayé d'expliquer les complexités de l'entreprise, le ralentissement du marché, les pertes partagées. Mais son récit était plus simple, plus dramatique. Elle a tordu chaque transaction, chaque décision, en preuve de ma mauvaise intention. L'argent que j'ai pris pour mon salaire, convenu dans notre contrat, est devenu du vol. Mes tentatives de sauver le projet, de trouver de nouvelles solutions, sont devenues de nouvelles tentatives de tromperie. Ces larmes, ces lamentations bruyantes d'avoir été ruinées par moi, ont influencé l'opinion publique. Ces relations ont garanti que la police la prenait au sérieux. Je suis ici parce qu'elle avait besoin d'un bouc émissaire pour ses propres pertes. Elle ne pouvait pas faire face à la réalité de l'échec, alors elle m'a dépeint comme le méchant. Mon nom, autrefois associé à l'ambition et à l'innovation, est maintenant synonyme de fraude. Mon cri silencieux est pour le rêve qui est mort, non seulement à cause des forces du marché, mais parce que le refus d'une femme d'accepter la responsabilité l'a poussé à sacrifier ma liberté et mon avenir. C'est l'amère vérité de l'ambition écrasée par un mensonge calculé. Omar, la vengeance de la femme est conduite. J'ai eu une relation. Elle a été brève. Ça n'a pas marché. Nous n'étions tout simplement pas compatibles. J'y ai mis fin respectueusement, je lui ai souhaité bonne chance, et j'ai tourné la page. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, une femme gentille et douce qui a ramené de la joie dans ma vie. C'est là que les ennuis ont commencé. Mon ex, elle ne pouvait pas le supporter. Elle a commencé à appeler, à harceler ma nouvelle petite amie, à envoyer des messages menaçants. J'ai essayé d'ignorer, puis je lui ai demandé d'arrêter. Comme elle ne voulait pas, je l'ai bloquée. Sa réponse a été glaçante. Elle est allée à la police, affirmant que je la harcelais. A dit que j'étais obsédé, que je l'avais menacée, et même agressée physiquement dans un lieu public. Des mensonges. Tous. Elle a produit de fausses captures d'écran de messages, a affirmé que je la suivais, a trouvé des témoins qui m'avaient vu la harceler. Des gens que je connaissais à peine ou que j'avais simplement salués. Le témoignage de ma nouvelle petite amie a été rejeté comme biaisé. Mes alibis pour les prétendus incidents de harcèlement étaient trop vagues. La police, le tribunal, ils ont vu une femme se déclarant victime et un homme qui l'avait rejetée. Le récit de la femme est conduite cherchant justice contre un ex dangereux était puissant. Je suis ici parce qu'une femme n'a pas pu accepter que j'ai tourné la page. Sa jalousie, sa possessivité, se sont transformées en une arme de destruction. Elle ne voulait pas seulement me chasser de sa vie. Elle voulait détruire ma vie, s'assurer que je ne pourrais trouver le bonheur avec personne d'autre. Mon cri silencieux est pour la cruauté occasionnelle d'un cœur brisé devenu venimeux, pour l'innocent pris au milieu d'une obsession non partagée. C'est le prix agonisant de simplement tourner la page. Saliou, la cible des complots politiques. J'ai consacré ma vie à ma communauté. J'ai servi en tant que leader local, un imam, médiatisant les différends, défendant les pauvres, luttant pour la justice et le progrès. J'étais en train de me bâtir une réputation, de gagner en influence, et peut-être de menacer certains intérêts établis dans mon quartier. Puis, elle est apparue. Une jeune femme, apparemment pieuse, active dans les affaires communautaires. Elle a commencé à assister à mes conférences, à demander mes conseils. Je l'ai accueillie, comme je le fais avec tous les membres de ma communauté. Je la considérais comme une jeune femme prometteuse et engagée. Mais elle était un pion, utilisée par des figures puissantes qui craignaient mon influence croissante. Ils l'ont instruite, manipulée, payée, je crois, pour tisser un mensonge monstrueux. Elle m'a accusé d'inconduite sexuelle, d'abuser de ma position, de profiter de sa vulnérabilité lors de consultations spirituelles privées. L'accusation a explosé. Elle a frappé fort. Non seulement ma réputation, mais la sainteté même de mon appel religieux. La confiance que la communauté me témoignait. Mes rivaux ont saisi l'occasion, amplifiant l'histoire, chuchotant sur ma dépravation cachée. Mes sermons ont été déformés, mes actions passées examinées pour tout indice d'inconduite. Son témoignage larmoyant, apparemment crédible, soutenu par les chuchotements d'éléments corrompus, a suffi. Je suis ici parce que je représentais quelque chose. Parce que j'ai osé défier le statu quo. Mes efforts pour élever mon peuple ont été accueillis par une attaque vicieuse et personnelle conçue pour me réduire au silence. Mon cri silencieux est pour l'intégrité du service public, pour la confiance sacrée brisée par un mensonge politique calculé. J'ai été sacrifié sur l'autel du pouvoir,
mon bon nom détruit par un complot bien plus grand que moi. Bachir, la main tendue transformée en accusation. C'était une nuit d'orage. La pluie tombait à verse. Je rentrais chez moi en voiture, lentement, prudemment. Puis je l'ai vue sur le bord de la route. Une femme âgée, elle était tombée, ses courses éparpillées autour d'elle. Elle avait l'air désemparée. Mon premier réflexe a été d'aider. Je me suis garé. Je suis sorti. J'ai demandé si elle allait bien. Elle semblait secouée, peut-être un peu désorientée. Je l'ai aidée à ramasser ses courses, l'ai aidée à se relever. Elle boitait. Je lui ai proposé de la ramener chez elle, insistant, car elle ne semblait pas pouvoir marcher loin par ce temps. Elle a accepté. Je l'ai conduite chez elle. En descendant, elle a trébuché à nouveau, juste devant sa porte. J'ai tendu la main pour la stabiliser, mais elle est tombée contre le mur, se cognant la tête. C'était un accident, un terrible accident. Je me suis précipité pour aider, pour m'assurer qu'elle allait bien. Mais sa fille, qui est sortie en entendant le vacarme, n'a vu que sa mère par terre, et moi debout au-dessus d'elle. La mère, encore étourdie par la chute, a murmuré quelque chose d'incohérent. La fille, paniquée, a tiré des conclusions hâtives. « Tu l'as poussée. Tu as essayé de la voler. » a-t-elle crié. Mes explications ont été noyées par son hystérie. La police est arrivée. La blessure à la tête de la femme, les courses éparpillées, les accusations frénétiques de la fille. Cela a peint un tableau de vol qui a mal tourné ou d'une agression. Mon acte de bon samaritain est devenu un crime. Mon cri silencieux est pour l'ironie écrasante de la gentillesse punie, pour l'aide qui est devenue une malédiction. Je suis ici parce que je me suis arrêté pour aider, et qu'un simple accident a été transformé en une accusation malveillante. Youssef, le stratagème financier de la famille. Je suis tombé amoureux d'elle. Mariama. Elle venait d'une famille avec un certain niveau de richesse et de statut. La mienne était une famille simple, ouvrière. Ses parents n'approuvaient pas notre relation. Ils voulaient qu'elle épouse quelqu'un avec plus de moyens, plus de relations. Nous avons essayé de faire fonctionner les choses. Nous nous sommes rencontrés en secret. Nous rêvions d'un avenir ensemble, de surmonter leurs objections. Puis, sa famille a perdu une somme d'argent importante. Un héritage considérable ou une affaire qui a mal tourné. Ils étaient désespérés. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire et ils ont vu une opportunité de se débarrasser de moi et de récupérer leurs pertes, tout à la fois. Mariama, sous l'immense pression de sa famille, m'a accusé de vol. Elle a affirmé que j'avais volé lors de leur famille, leurs économies, lors d'une de mes visites secrètes à leur propriété. Il savait où nous le gardions, a-t-elle pleuré. Il a trahi notre confiance. Je l'ai supplié, l'ai imploré de dire la vérité. Elle était piégée, visiblement terrifiée par sa propre famille. Son père, un homme sévère et puissant, s'est tenu à ses côtés au tribunal, s'assurant que son histoire était cohérente et intimidant tout témoin potentiel qui aurait pu parler en ma faveur. Ma simple famille, mes maigres ressources, n'ont eu aucune chance contre leur influence et leurs preuves fabriquées. Je suis ici parce que sa famille l'a utilisé, elle et son mensonge, pour résoudre leurs problèmes financiers et pour nous séparer. Je suis un homme innocent, un pion dans un complot désespéré pour l'argent et le statut. Mon cri silencieux est pour l'amour qui a été écrasé par la cupidité, pour l'innocence sacrifiée pour le plan désespéré d'une famille. J'ai été utilisé, manipulé et jeté. Tout cela pour une somme d'argent que je n'ai jamais vue, un crime que je n'ai jamais commis.